Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Très tôt, les Massaliotes se sont intéressés aux étoiles, au ciel et à l'astronomie. On pouvait s'en douter, les premiers Marseillais étant issus d'un peuple de marins, les Phocéens. Le premier que l'on peut citer, c'est Pythéas. Je vous cite un extrait de l'épisode que j'ai consacré à Pythéas, l'épisode 14 de la saison 1. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, les astronomes ne possédaient que peu d'instruments. Essentiellement, on faisait des observations avec un gnomon, c'est un pilier, un bâton, posé à la verticale qui permettait de rapporter les ombres du soleil au cours de la journée. Pythéas donne donc l'heure aux Massaliotes. On lui donne le fait que Marseille est la première ville dont on connaît précisément les coordonnées. À l'équinoxe, Pythéas mesure une ombre de 111 pour une hauteur de gnomon de 120. À l'époque, on n'avait pas encore inventé la trigonométrie. Il a exprimé cette mesure en fractions de circonférence. De nos jours, on aurait fait tout simplement l'arc tangente de 111 sur 120, soit 43 degrés, ce qui est bien la latitude de Massalia. Mais Pythéas calcule aussi l'obliquité de l'écliptique, soit de combien est incliné l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de l'écliptique, le parcours des planètes autour du Soleil. Il trouve 11 sur 166 de circonférence, soit 23 degrés et 53 minutes. Nous ne sommes pas encore au point d'imaginer un observatoire comme on en trouve de nos jours, mais nous sommes au IVe siècle avant Jésus-Christ. Je vous propose de voir comment est né l'Observatoire de Marseille sur les hauteurs de Longchamp, et pour ça on va laisser la parole à un ancien directeur de l'Observatoire, Édouard Stéphan, avec un texte paru en 1920. Il écrit « Dès la seconde moitié du XVIIe siècle, Marseille avait possédé des observateurs très distingués, tels que le professeur Feuillet, 1660-1732, de l'ordre des Minimes, et de Chazelles, 1657-1710, qui, pendant 28 ans, fut professeur d'hydrographie à l'Arsenal des Galères. Nous ne nous étendrons pas ici sur la carrière de ces deux hommes éminents, mais nous ne pouvons nous abstenir de rappeler que de Chazelles fut le promoteur de la création du premier observatoire régulièrement établi dans notre ville. Ce fut lui, en effet, qui inspira au jésuite Laval le goût de l'astronomie. Ce dernier sut convaincre ses confrères de l'utilité d'annexer une station astronomique bien outillée au collège de Sainte-Croix, que leur ordre dirigeait avec succès, rue Montée des Accoules, à l'extrémité du Roc des Moulins, point culminant de la ville, et en 1702, grâce à une subvention royale obtenue par le crédit du père de la Chaise, l'observatoire se trouva en état de fonctionner. Laval, qui en fut naturellement le premier directeur, a eu une vie très active. À l'observatoire, il traça une méridienne qui prolongea jusqu'à la montagne du Collet de la Rose, où il fit tailler un rocher en forme de pyramide pour servir de mire et exécuta un assez grand nombre d'observations ayant trait, en particulier, à la réfraction atmosphérique. En outre, de 1701 à 1717, il fut chargé par le roi de travaux géodésiques sur les côtes de Provence et plus tard, d'un voyage en Louisiane. La plupart de ces observations sont relatées dans un ouvrage ayant pour titre « Voyage en Louisiane », fait par ordre du roi en 1720, Paris 1728. Malheureusement, ces observations paraissent entachées de graves inexactitudes, et le baron de Zac, qui les a discutées, en fait une vive critique. Nommé professeur d'hydrographie à Toulon en 1718, Laval y transporta la plupart des instruments de Marseille, et l'observatoire de Sainte-Croix demeura inactif jusqu'en 1729, époque où le professeur Pézenas vint lui redonner une nouvelle vie. Esprit Pézenas, né à Avignon le 28 septembre 1692, décédé dans la même ville le 4 février 1776, sa vie a été écrite par l'abbé Aoust, mémoire de l'Académie de Marseille, année 1870-71. Le nouveau directeur était un savant d'un rare mérite, d'une culture intellectuelle aussi variée qu'étendue. Avant d'enseigner la physique à Aix, où il fut appelé en 1727, il avait professé les humanités dans les plus importants collèges de son ordre, notamment à Lyon. À Marseille, outre l'observatoire, il avait comme le professeur Laval la charge des cours de l'école royale d'hydrographie, fonction qu'il conserva jusqu'à la suppression des galères royales en 1749. Cette même année, l'observatoire de Sainte-Croix fut érigé en observatoire royal de la marine, prenant ainsi le caractère national qu'il a conservé depuis, et Pézenas confirma dans ses fonctions de directeur, fut également nommé membre correspondant de l'Académie des sciences. En même temps, une pension royale assurait les émoluments des deux astronomes adjoints et, de plus, l'État contribua dans une certaine mesure à enrichir le matériel scientifique. C'est ainsi, par exemple, qu'un beau télescope de 6 pieds de longueur fut attribué à Marseille. Pendant toute la durée de sa direction,
qui prit fin en 1763, lors de l'expulsion des Jésuites, Pézenas n'a cessé de déployer un zèle, une activité et une habileté des plus louables. Par la multiplicité et l'exactitude de ses observations, par ses publications, par les soins donnés à l'éducation de ses élèves, par le mouvement scientifique qu'il fut créé autour de lui, l'Observatoire de Marseille commença à prendre dans l'estime du monde savant une place des plus honorables. Parmi les nombreux disciples qu'il forma, et dont plusieurs parvinrent à des situations scientifiques distinguées, nous citerons le professeur Lagrange, qui devint directeur de l'Observatoire de Milan, et Saint-Jacques de Silvabel, dont nous parlerons bientôt plus longuement. Autour de Pézenas s'était groupé spontanément comme une sorte de noyau académique, une élite d'esprits distingués qui, à Marseille, s'occupait alors de la culture des lettres et des sciences. Avec leur collaboration, il publia d'année en année, à partir de 1755, 5 volumes en 4 degrés mémoire scientifique, ayant trait à l'astronomie, la physique, les mathématiques, la navigation et l'agriculture. Ces publications exclusivement personnelles sont très nombreuses. Citons d'abord les ouvrages didactiques composés pour ses élèves hydrographes, éléments de pilotage, la pratique du pilotage, l'astronomie des marins, traités techniques qui ont plusieurs éditions. En astronomie proprement dite, ses premiers travaux ont eu pour objet, comme il devait être, la latitude et la longitude de l'observatoire. Les observations concernant la latitude ont été résumées dans les mémoires de Trévoux. Elles se rapportent à l'année 1731. La question si épineuse de longitude est alors à l'ordre du jour. Pézenas a montré comment les observations lunaires peuvent fournir la solution du problème. Ces idées sont exposées dans 2 mémoires très favorablement jugées par Lalande ainsi que par Delambre, et qui ont pour titre Examen de la méthode de Lacaille pour trouver les longitudes et Nouveaux essais pour trouver les longitudes en pleine mer. Ces observations et ces recherches sur cette question des longitudes, sur les éclipses de soleil et de lune, ainsi que sur les occultations, ont fourni la matière de communication faite à l'Académie des sciences et jugée digne de l'insertion dans les mémoires de la Compagnie en 1748. Citant encore cette théorie nouvelle du mouvement des taches du soleil, travail également présenté à l'Académie des sciences et inséré aussi au recueil des mémoires des savants étrangers. Enfin, sa connaissance profonde de la littérature anglaise lui permit de rendre service sérieux au public français par les traductions qu'il donna de plusieurs ouvrages importants publiés chez nos voisins. Les travaux de science pure n'empêchaient pas Pézenas de s'intéresser aux choses de la vie courante. Le premier, il avait signalé une inexactitude des règles suivies jusqu'alors par le commerce marseillais pour le jaugeage des tonneaux et des navires. Il fit de la question une étude approfondie qui le conduisit à une règle rationnelle et simple dont on fait encore usage aujourd'hui. Telle est l'origine du mémoire ayant pour titre Solution du problème de Kepler sur les proportions des segments d'un tonneau coupé parallèlement à son axe, qui fut présenté en 1751 à l'Académie des sciences et encore inséré au recueil des savants étrangers. Pézenas revint d'ailleurs sur la question à diverses reprises et de l'ensemble de ses recherches composa le livre qui parut en 1749 sous le titre Théorie et pratique du jaugeage des navires et des tonneaux. Cet infatigable travailleur resta sur la brèche jusqu'au dernier moment. Il se proposait de publier une collection générale des travaux mathématiques contenus dans les recueils de toutes les académies d'Europe et en avait même informé le public par le journal des savants lorsque la mort vint l'enlever le 4 février 1776 à l'âge de 84 ans. Saint-Jacques de Silvabel, qui en 1763 avait succédé à Pézenas comme directeur de l'Observatoire royal de Marseille, était à tous les points de vue digne de le remplacer. Par ses travaux sur les mathématiques pures et sur l'astronomie, ce savant encore jeune alors s'était déjà acquis, tant en France qu'à l'étranger, la plus honorable notoriété. Guillaume Saint-Jacques de Silvabel, né à Marseille le 28 janvier 1722, décédé dans la même ville le 10 février 1801, sa vie a été écrite par l'abbé Aoust, mémoire de l'Académie de Marseille 1870-1871. Dès l'âge de 19 ans, il avait présenté à l'Académie des sciences de Paris un mémoire sur la recherche du solide de moindre attraction, c'est-à-dire du solide tel que la résultante des attractions et des diverses molécules sur un point soit la moindre possible, problème fort ardu, surtout pour l'époque. Sa solution géométrique simple et élégante eut l'honneur de l'insertion dans les mémoires des savants étrangers en 1742. 3 ans après, il aborde un autre problème du même ordre, mais plus difficile, sur lequel Newton avait déjà donné des indications succinctes et qui présente de l'intérêt dans la pratique pour le choix de la forme des piles de pont, celui de la recherche du solide de moindre résistance. Son travail est assez étendu et, comme le précédent, présenté à l'Académie des sciences, qui vote encore son insertion dans les mémoires des savants étrangers en 1745. Un des principaux titres de Saint-Jacques est d'avoir activement contribué
et des premiers parmi les savants français, à faire comprendre la profondeur et la fécondité du principe de l'attraction universelle. On sait avec quelle difficulté les idées de Newton se vulgarisèrent en France, où, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la presque totalité des esprits éclairés s'obstina, soit par ignorance, soit par une sorte de faux patriotisme, à considérer la vague théorie des tourbillons de Descartes comme incapable d'expliquer les lois des mouvements planétaires. Nul plus que Voltaire n'a coopéré au redressement de l'opinion publique à cet égard, et ce n'est pas là l'un des moindres titres. Combien d'emprunts n'a-t-on pas fait depuis lors des nombreux discours où il a été parlé d'astronomie, à la pièce où il exalte envers pompeux la gloire de Newton et que la marquise du Châtelet a placé en tête de sa traduction du livre des principes de la philosophie naturelle. Lorsque cette première traduction française parut en 1759, 32 ans après la mort de Newton, la très grande majorité de l'Académie des sciences tenait encore pour les idées de Descartes. Parmi nos géomètres eux-mêmes, fort peu avaient poussé à fond l'étude de l'incomparable chef-d'œuvre, rébuté sans doute par la forme synthétique de l'ouvrage qui en rend la lecture pénible. Saint-Jacques de Silvabel, au contraire, le possédait dans les moindres détails, s'en était assimilé la méthode géométrique qui convenait particulièrement à la nature propre de son esprit, et déjà, par ses publications, par ses lettres, il s'était activement efforcé de convertir ses compatriotes au principe de la gravitation universelle. On disait de lui à cette époque, Saint-Jacques est un excellent géomètre qui connaît Newton comme peu de personnes le connaissent. On dirait que ce grand homme lui a transmis son esprit et ses idées sur la constitution de l'univers. On a même ajouté plus tard qu'il a été le continuateur de son œuvre, ce qui est exact dans certaines mesures. Newton, pour déduire les lois de Kepler du principe de la gravitation, a considéré les planètes comme soumises à la seule action du Soleil, qui est en effet de beaucoup peu modérante. Mais ce n'est là qu'une première approximation. Mieux que personne, il savait que les planètes exercent les unes sur les autres des actions réciproques qui altèrent la simplicité géométrique des orbites keplériennes, et il a même calculé quelques-unes des effets dus à cette cause perturbatrice. Quant à la théorie complète des perturbations planétaires, elle nécessitait encore de multiples efforts, et dans l'élaboration progressive de cette œuvre immense, qui a grandement contribué au progrès de l'analyse mathématique, les géomètres français se sont particulièrement illustrés depuis Clairaut et d'Alembert jusqu'à Le Verrier et Henri Poincaré. C'est un grand honneur pour Saint-Jacques d'avoir été l'un des premiers à s'attarder à ce problème des perturbations et de l'avoir fait avec succès. Dans un remarquable mémoire sur les variations célestes, il donna une méthode purement géométrique, simple et féconde, qu'il appliqua au calcul numérique des principales inégalités. Précession des équinoxes, mouvement des nœuds, diminution de l'obliquité de l'écliptique, dérangement de l'ordre lunaire, perturbation des mouvements cométaires par les planètes. Toutefois, il a regretté que dans sa hâte à soumettre son travail à l'Académie des sciences, l'auteur l'ait écarté et que plus tard, il ne l'ait pas complété. Quoi qu'il en soit, ce mémoire eut une fortune assez singulière. D'Alembert, à qui il fut adressé vers 1750 et qui avait accepté de le présenter à l'Académie, négligea de s'acquitter de la mission, si bien qu'après 6 ans de réclamations infructueuses, Saint-Jacques prit le parti de l'offrir à la Société royale de Londres, qui le publia dans un tome des transactions philosophiques. Voici le jugement porté sur cet ouvrage par Jean Bernoulli. Silvabel a trahi son profond savoir dans son ouvrage des variations célestes. Il y tient une certaine théorie des positions qu'il serait à souhaiter que l'auteur eût loisir de donner complète. Le principe est très fécond et ce que j'en ai lu m'a beaucoup plu. Le rôle de Silvabel comme astronome professionnel est également des plus louables. Hôte assidu de l'observatoire depuis de longues années, il y avait été initié par le père Pézenas à la pratique des observations multiples qui constituent la besogne courante d'un tel établissement, et c'est avec un grand zèle qu'il se consacra à celle-ci aussitôt après sa nomination officielle de directeur. Et encore doit-on noter qu'il se trouvait en présence de difficultés particulières, car en quittant l'établissement, Pézenas avait emporté avec lui la presque totalité des instruments. Cependant, grâce à ses démarches auprès des pouvoirs publics, il parvint à reconstituer un matériel assez complet dont il sut habilement tirer parti. Outre des nombreuses observations usuelles et celles de plusieurs éclipses de soleil ou de lune, on lui doit des recherches concernant la réfraction atmosphérique, les inégalités journalières du pendule, la vérification des surfaces des miroirs de télescope, le diamètre de Jupiter, son aplatissement et la durée de sa rotation, le passage de Vénus sur le Soleil en 1769 et les perturbations d'une comète de cette même année, recherches dont les résultats ont été publiés dans les mémoires de l'Académie de Paris, dans les éphémérides de Berlin ou dans les transactions philosophiques de la Société royale de Londres. Ces occupations furent absorbantes,
par lesquels il sut maintenir le bon renom de l'Observatoire de Marseille, ne l'empêchèrent pas cependant de poursuivre ses travaux théoriques. Il avait, paraît-il, élaboré une solution complète pour calculer l'orbite d'une comète au moyen de 3 observations seulement. Quoiqu'il n'ait pas appuyé sa méthode, et on peut en concevoir le principe fondamental, car dans un mémoire inséré au recueil des savants étrangers, il en déduit le moyen de calculer le mouvement d'une tache sur le Soleil par le même nombre d'observations. La longue carrière de cet homme éminent fut tout entière consacrée au service de la science. Pendant ces 20 dernières années, son activité se ralentit, moins encore par l'effet de la vieillesse que par suite de graves difficultés administratives contre lesquelles il eut à lutter dans l'observatoire même. En 1781, des lettres patentes du roi avaient attribué à l'Académie de Marseille la haute direction de la jouissance de l'observatoire, à la condition de conserver à Sivabel, sa vie durant, le titre de directeur et à son élève Bernard, celui d'adjoint. Sous l'influence néfaste de Mouraille, secrétaire perpétuel de la classe des sciences, les conflits ne tardèrent pas à naître et à se multiplier. Contrecarré dans tous ses desseins, Sivabel abandonne la partie. Il a écrit lui-même « Trop de contradictions s'opposèrent à l'exécution de mes projets, voyant que loin de me savoir gré de mon travail et de mes intentions, qui me prenaient leur source que dans le désir du bien, on ne s'attachait qu'à empêcher les faits, je me dégoûtais de tant de soins inutiles et je préférais mener une vie tranquille. » Puis bientôt, les troubles politiques arrêtèrent. À Marseille comme ailleurs, presque tout fonctionnement des institutions scientifiques, Bernard, ancien oratorien, s'enfuit de Marseille pour se réfugier dans son village natal. Le directeur eut assez à faire avec son autre élève, Tullis, d'assurer les observations les plus indispensables et la conservation des instruments. L'ancienne Académie de Marseille avait de bonne heure appelé Sivabel dans son sein, puis l'avait placé à la tête de la classe des sciences à la création de celle-ci. Elle se hâta de le rappeler lors de sa reconstitution, honneur bien plus grand encore, la fondation de l'Institut de France en 1795, il fut nommé membre correspondant. Il s'éteignit en 1801, environné de l'estime universelle, à l'âge de 79 ans, après avoir dirigé pendant 37 ans l'Observatoire de Marseille. Sivabel eut pour successeur Tullis, son second élève, dont nous résumerons les travaux dans une autre partie de cet ouvrage, mais il convient de parler ici brièvement de Bernard, son premier assistant, bien que, dans la carrière scientifique de celui-ci, l'astronomie n'occupe pas la place prépondérante. Entré de bonne heure dans la congrégation de l'Oratoire, Bernard professa d'abord la philosophie et les mathématiques à Marseille, dans le collège que cet ordre y possédait, et où Sivabel avait lui-même fait ses études. Puis, s'étant signalé par d'importants mémoires qui furent couronnés par les académies de Lyon et de Marseille, et qui, quoique portant sur des questions étrangères à l'astronomie, l'avaient mis en rapport avec le directeur de l'observatoire, il fut nommé en 1778 astronome adjoint dans cet établissement. Bernard Ponce Joseph, né à Trans, près de Draguignan, le 10 juillet 1748, décédé dans la même localité le 29 juillet 1816. Il rendit des services précieux par son zèle scientifique et par le soin qu'il apportait à ses observations. Entre celles-ci, on doit signaler celle des satellites de Saturne, dont on s'occupait plus guère depuis 50 ans. Sur le conseil de Lalande, il continua avec suite ses observations qui ont servi de base aux tables insérées dans les connaissances des temps de 1792. Toutefois, les 12 années passées par Bernard l'Observatoire de Marseille n'ont pas constitué le principal épisode de sa carrière. Son œuvre scientifique, qui fut considérable, se rattache beaucoup plus aux sciences naturelles et à celles de l'ingénieur qu'à l'astronomie elle-même. Son analyse complète trouvera donc ailleurs une place mieux marquée. En 1789, il était à Paris pour l'impression de ses ouvrages. Effrayé par les premiers désordres révolutionnaires, craignant pour sa sécurité, il quitta l'Observatoire de Marseille où il s'était tout particulièrement trouvé en but à l'hostilité de Mouraille et se retira dans la petite ville de Bagnols, puis à Trans, sa patrie, dans le Var, où il cherche à se faire oublier. Nommé pourtant ingénieur en chef du département du Var, il résigna ses fonctions pour se retirer de nouveau dans son pays natal, où il réside jusqu'à sa mort, occupant ses loisirs de la façon la plus active à l'exploration de la contrée, à ses travaux de naturaliste, ainsi qu'à de nombreuses recherches concernant l'agriculture et l'hydraulique des cours d'eau. Son grand mérite n'a pas été méconnu par ses contemporains. En 1786, il avait été nommé correspondant de l'Académie des sciences. Lors de la création de l'Institut, il fut maintenu sur la liste des correspondants dans la classe des sciences mathématiques.